dans un camp de harkis dans les années 1970, dans le sud-ouest de la France, et très investi sur la question de la reconnaissance des torts de la République française envers cette population, Dalila Kerchouch intervient aujourd'hui à l'occasion du cycle commémoratif des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, porté par la ville de Saint-Raphaël. Pour rappel historique, il aura fallu attendre 6 années après l'issue du conflit et 20 ans après le début du processus de reconnaissance et de réparation de la communauté harkie engagée par le président Jacques Chirac, pour que la loi du 25 février 2022 exprime enfin la reconnaissance de la nation envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilées ayant servi la France en Algérie et abandonnées lors du processus d'indépendance. Plus généralement, le cycle commémoratif des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie a pour objectif de lutter contre l'oubli et de rendre la parole à toutes les populations, pieds noirs, harkis, français d'Algérie, militaires, civils, tous ayant vécu des scènes d'atrocité et vécu des décennies de silence. À travers plusieurs décennies, plusieurs dizaines d'actions sont programmées entre mars et décembre 2022. Dalila Kerchouch était toute désignée pour témoigner et apporter, en plus de sa propre excusez-moi, je viens de tout courir un peu. Dalila Kerchouch était toute désignée pour témoigner et apporter, en plus de sa propre expérience, sa réflexion de chercheuse et ses talents de journaliste à ce cycle commémoratif. Ancienne journaliste à l'Express, Dalila Kerchouch a publié plusieurs livres ayant pour base sa propre histoire et l'ayant ramenée dans les pas de sa famille entre la France et l'Algérie afin de comprendre et d'expliquer le traumatisme, l'absence insondable de mots pour le désigner et enfin la difficile reconquête de la dignité, notamment via l'instruction dont elle a pu bénéficier grâce à l'école de la République. Paru entre 2003 et 2006, ces livres sont autant de documents poignants, à savoir Mon père ce harki, Destin de Harki et Leïla, Avoir 17 ans dans un camp de harki. Nous vous donnons également rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rencontre exceptionnelle avec l'auteure Brigitte Benkemoun. Puis à l'occasion du mois du film documentaire, dont 3 projections seront cette année consacrées à la thématique de la guerre d'Algérie. Je vous informe que Madame Dalila Kerchouch aura un léger retard ou interviendra. Elle viendra pendant la projection. Son avion a eu du retard. Ce soir, donc en préambule, en attendant son arrivée, nous vous proposons de voir ou revoir l'allocution du président Macron du 20 septembre 2021. Allocution où il demandait pardon au peuple harki au nom de la France et annonçait ainsi la loi de reconnaissance et de réparation adoptée le 23 février 2022. Nous vous proposerons, comme il était prévu, ensuite la rediffusion de la réaction émue de Dalila Kerchouch, pour qui un pas historique a enfin été franchi, car pour la première fois, un président avait compris la gravité du drame des harkis, trahis par l'État français. En vous remerciant de votre attention, je vous souhaite, mesdames et messieurs, une excellente soirée en notre compagnie. Et que d'autres enfants de harkis aussi témoignent, racontent ce qu'ils ont vécu. Que d'autres familles parlent également et qu'elles soient entendues. Parce que le drame des harkis, notre drame, c'est une parole confisquée. C'est
un déni officiel. C'est une parole étouffée. Alors, je ne sais pas par quel miracle, pour moi c'est un miracle, mes mots ont pu percer un peu ce déni officiel, cette chape de plomb de silence. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, il y avait une tribune dans Libération signée par des enfants de Harki. Mais je me suis dit, mais yes, la parole commence à être entendue, à circuler. C'est beaucoup d'émotions parce que j'ai envie de dire tellement de choses. J'aimerais, voilà, les harkis, c'est un siècle d'histoire de France. Le mot harki est apparu à la fin du 19e siècle. Il signifie mouvement en arabe, haraka, et il désignait des groupes mobiles de police rurale dans l'Algérie coloniale, qui était dans l'Algérie française, qui était un département français. Ces hommes étaient chargés de sécuriser les douars, de protéger leur village. Beaucoup d'entre eux, comme je l'ai expliqué à l'Élysée, ont versé leur sang pour la France. Pendant plusieurs conflits mondiaux, ils ont fait leur devoir de citoyens français. Ils ont prouvé à maintes reprises leur attachement à la République française, aux valeurs républicaines, tout au long du XXe siècle. Nombre d'entre eux ont fait la Première Guerre mondiale, ont fait la guerre du Rif au Maroc dans les années 30, se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer la France de l'occupation nazie. Et naturellement, nombre de ces anciens soldats, se sont engagés aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie. Ils étaient au nombre de 300 000 au plus fort de la guerre. Et je ne parlerai pas, parce qu'on parle souvent, mais pourquoi se sont-ils engagés? Et ça, je ne veux plus en parler. Ils se sont engagés et ils ont fait leur devoir. Comme les appelés ont fait leur devoir. Comme tout militaire fait son devoir pour défendre son drapeau. Pour moi, c'est un faux débat de se poser la question du pourquoi, de la raison de leur engagement. Ils ont fait leur devoir et pour moi, c'est le plus important. Ce que je trouve terrible dans cette histoire, c'est la vaste entreprise de démolition dont les harkis ont été victimes. Ils ont été victimes d'idéologies meurtrières. Ils ont été victimes de représentations persécutrices. Ils ont été les boucs émissaires de cette guerre d'Algérie que j'ai envie de dire ratée. Et pour ça, ils ont été les témoins de cet échec de l'État français en Algérie. Et pour ça, on leur a fait payer le prix fort. On leur a fait, et ce prix, c'est leur dignité. C'est l'avenir de leurs enfants. Ce sont leurs droits, leur liberté fondamentale, leurs droits de citoyens français. Ils l'ont payé au prix de leur vie. Il y a évidemment l'abandon, qui est pour moi le grand traumatisme collectif.
tous les harkis et leurs descendants. Alors il y a aussi parmi les polémiques entre les harkis et les harkis et leurs familles qui ont été dans les camps, ceux qui n'ont pas été dans les camps, et la loi de reconnaissance et de réparation a fait une distinction entre les familles. Pour moi, nous sommes tous victimes de cette politique d'abandon. Nous sommes tous victimes de ce cynisme d'État où des hommes et des femmes et des familles entières ont été abandonnés, livrés à l'ennemi d'hier, au nom de la raison d'État, au nom d'intérêts économiques entre la France et l'Algérie. Et ce traumatisme collectif de l'abandon, je pense qu'on n'a pas fini encore d'en mesurer les répercussions. Parce que, et pas seulement au niveau des familles de harkis, mais pour moi, la France, l'État français, en abandonnant une composante de la nation, à ce moment-là, s'est abandonné lui-même. Il a abandonné ses propres valeurs. Il a perdu une partie de son âme. C'est pour moi, c'est vraiment, depuis 20 ans, je mène un travail pour faire sortir cette histoire de l'oubli. Et évidemment, je ne suis pas la seule, on est nombreux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une arme qui est celle des mots, celle des médias, celle de la plume, celle de l'écriture. Mais avant moi, il y a eu des enfants de harkis qui, depuis les années 60, 70, ont fait des grèves de la faim, ont manifesté, ont milité, ont créé des associations. Ils se sont battus pour essayer de se faire entendre. Et moi, j'ai envie de leur rendre hommage à cette première génération de militants et de militantes, parce qu'il y avait aussi beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Et depuis 20 ans, je mène ce combat, et plus je creuse profondément dans les tréfonds de ce drame, de cette histoire, et plus je mesure finalement à quel point aujourd'hui il est temps que la honte change de camp. Et c'est ce qui est en train de se passer. La honte, elle est du côté de l'État français, parce que cette histoire est une page honteuse de notre histoire de France. Plus je creuse et plus je me dis, mais j'essaie de comprendre, parce que le grand problème dans cette histoire, c'est qu'il y a un manque de sens. C'est ce que j'ai essayé d'exprimer à l'Élysée, c'est-à-dire comment nous, les enfants de harkis, nous sommes des Français, citoyens français, nés en France pour la plupart. On est dans un département français qui s'appelait l'Algérie. Nos parents se sont battus pour le drapeau français, pour les valeurs françaises. Et pour ça, nous avons été mis au banc de la société française. Il y a pour moi, c'est comme un bug
dans la France des droits de l'homme. Pour moi, c'est une incohérence, c'est une énigme historique à laquelle, au jour d'aujourd'hui, aucun historien, aucun président de la République, aucun intellectuel n'a réussi à répondre. Une question à laquelle personne pourquoi ? Pourquoi une telle tragédie envers des soldats qui ont été fidèles à la République ? Et je me dis, mais ce qui m'attriste, au fond, c'est à quel point, je me dis à quel point mon pays, la France, doit se détester, doit se haïr pour avoir réservé un tel sort à une partie de ses enfants. Quand un pays, quand un État attaque ses propres enfants, c'est la France qui l'abîme. C'est ma France qui l'abîme. C'est votre France qui l'abîme. C'est pour ça que, pour moi, ce drame concerne tous les citoyens français. Il y a 2 jours, j'ai vu un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Zone Interdite, sur l'aide sociale à l'enfance. Et j'ai été profondément choquée. C'est passé sur M6. Profondément choquée parce que ces enfants placés, ces enfants en très grande détresse, il y a des images vraiment très choquantes. L'administration les considère comme des déchets, des incasables. Et là, quand j'ai entendu ces mots, je suis restée stupéfaite, parce que c'était les mêmes mots qui étaient utilisés pour nos parents et pour nous. Nous étions des déchets, des incasables, des irrécupérables. Donc moi, je me questionne. Cette histoire pousse, le drame des harkis nous pousse à nous questionner sur le sort que réserve notre pays aux personnes les plus vulnérables de notre société. Ce drame nous questionne sur la faillite de notre état de droit, sur les dysfonctionnements graves de l'État qui ont conduit à la tragédie des harkis. Et moi, je suis très ambivalente avec ce mot harki, parce que, évidemment, j'y suis attachée, parce que c'est mon histoire, ce sont mes parents, et j'en suis éminemment fière d'être fille de harki. Mais je me dis aussi que c'est un piège, parce qu'il fait oublier que nous sommes avant tout des Français. Il est aujourd'hui important de changer de paradigme à propos de ce drame des harkis. La tragédie des harkis est une tragédie française. Si j'avais un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est ça. C'est celui-ci. Les harkis étaient, sont, seront toujours des Français. Ils sont nés dans un département qui était l'Algérie française. Leurs enfants sont nés dans un pays, la France, sur le territoire français. Et à cause de ce mot, en raison de ce mot qui nous a enfermés dans une étiquette, l'État français nous a privés de nos droits. Et ce drame questionne sur la fragilité de notre démocratie. Parce que si une telle injustice
a frappé les harkis, elle peut frapper aujourd'hui chacun d'entre nous, n'importe quel citoyen français. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Et ce que j'ai aussi envie de partager avec vous, c'est l'incroyable résilience des enfants de harkis, des descendants. Et je discutais avec les enfants de harkis qui ont signé cette tribune dans Libé. Et comment dire, ils étaient, comment dire, il y avait une difficulté, il y a une difficulté réelle chez les enfants de harkis à se positionner clairement par rapport à leur histoire et à se demander ce que nos parents étaient, qui étaient nos parents, quel rôle ont-ils joué, est-ce que, voilà, quel rôle ont-ils joué. Et pour moi, aujourd'hui, avec la maturité, parce que quand j'ai écrit mon perso harki il y a 20 ans, j'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20 de plus. Et aujourd'hui, avec la maturité, je porte un autre regard sur la trajectoire de mes parents et la trajectoire de nos parents. Je me dis, à quel point je n'avais pas perçu à l'époque le courage inouï dont ils ont fait preuve, l'abnégation totale. C'est-à-dire que ces hommes et ces femmes ont été bafoués, brisés, brimés, humiliés, enfermés dans des camps pendant des années et des années, privés de leurs droits, etc., spoliés. Et malgré tout, ils n'ont pas de haine. Et ils sont restés dignes, droits, fidèles au drapeau français, fidèles aux valeurs françaises. Et au fond, l'indignité, elle est du côté de l'État français, elle n'est pas du côté des harkis. Et c'est pour ça que il est important pour moi de changer notre regard sur ces hommes et ces femmes. Merci. Il est important de changer notre imaginaire, de construire un nouveau récit collectif qui correspond à leur véritable histoire. Et leur histoire, au fond, c'est une véritable épopée. Quand on parle des harkis, la guerre, le déracinement, l'exil, les camps, puis la difficulté de trouver une place dans une société inconnue, société française dont ils ne parlaient pas la langue. La violence d'État
institutionnelle, administrative qu'ils ont dû affronter. Le drame des harkis est une tragédie. Comment il est possible de renverser ça, de renverser, de changer de discours et de voir dans ces hommes et dans ces femmes des personnes de très grande valeur. Parce qu'au fond, le plus tragique dans cette histoire, ça j'ai creusé, 20 ans de psychanalyse, de psychothérapie diverses et variées pour essayer de comprendre et de me libérer de ce fardeau et de savoir qu'en faire et comment transformer ma souffrance en élan vital, en force pour avancer. Et je mesure, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais que vous mesuriez à quel point, dans cette histoire, l'institution, le collectif, l'État français, en l'occurrence, a attaqué chez l'individu, chez des individus, chez des citoyens français, le sentiment de leur valeur personnelle. Et c'est depuis 20 ans, moi je travaille à travers mes livres, mes films, et j'espère que je continuerai et qu'il y en aura d'autres, et c'est difficile, parce qu'on ne nous donne pas les moyens, aux enfants, à nous les enfants de harkis, de raconter notre histoire. On ne nous donne pas les moyens de faire des films et d'écrire des livres et de témoigner. Mais depuis 20 ans, ce travail, finalement, c'est un travail pour restaurer le sentiment de sa valeur personnelle. Oui, nous, les enfants de harkis, les descendants de harkis, et nos parents, nous avons de la valeur et nous avons des valeurs. Même si ces valeurs ont été bafouées par l'État français, bafouées par les personnes qui étaient censées les représenter. Je pense qu'aujourd'hui, à travers l'histoire des harkis est devenue un sanctuaire pour moi, un sanctuaire des valeurs françaises, parce que les harkis et leurs descendants ont montré que ces valeurs sont inoxydables, elles sont indestructibles, que rien ni personne ne pourra les détruire. C'est pour ça qu'il est important d'enseigner. Et ces valeurs, ce sont les valeurs républicaines. C'est pour ça que l'histoire des harkis est une histoire de résilience et une leçon de citoyenneté, et qu'il est important de la transmettre dans les écoles, la télévision, dans les films. Et voilà, je crois que je vais en échange. Si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Et voilà, j'espère que voilà, ces mots, parce que j'essaye d'aller un peu au plus profond, d'essayer de trouver la signification profonde de ce drame tel que moi j'ai pu l'appréhender, essayer de lui donner du sens, si tant est que ce soit possible. Là, je viens de réaliser mon premier film documentaire. J'aurais aimé vous le montrer ce soir, mais malheureusement, ce n'était pas possible parce qu'il sera diffusé dans un mois sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, j'aurais aimé qu'il soit diffusé sur France 3, qu'il soit visible
qu'il soit visible par un plus grand nombre de personnes. C'est un film documentaire dans lequel je donne la parole à celles qu'on n'a jamais entendues, c'est-à-dire nos mères, aux 4 femmes de Harki qui témoignent. Et j'ai écrit Mon père sur Harki il y a 20 ans. Aujourd'hui, je fais un film en hommage aux mères. Et j'espère que d'autres enfants de Harki, descendants, petits-enfants de Harki, écriront cette histoire pour lutter contre la réécriture de l'histoire dont ils ont été l'objet. Écriront leur histoire, s'approprieront leur histoire, et que nous tous, citoyens français, nous pourrons alors nous réapproprier notre histoire collective, notre histoire commune, et sans trop de mémoire. Voilà, donc si vous avez des questions, je serais heureuse d'y répondre. Est-ce qu'il y a un micro? Oui, il y a un micro ici, Dalila. Je peux le faire passer pour les gens qui ont des questions. Moi, si je bafouille, c'est très difficile de prendre la parole après vous. Mais bon, il y a quelque chose qui me tenait à cœur parce que j'ai lu votre livre, j'ai écouté pas mal de vos interviews. Et vous avez beaucoup parlé de l'école de la République et aussi de la relation de votre famille à cette école de la République. Moi, je suis bluffée parce que autant les Harkis ont été dénigrés, traités comme des bestiaux, pour le dire rapidement, et c'est la vérité. Et vos parents et beaucoup de familles ont cru en les valeurs de l'école de la République. Alors j'aimerais savoir comment ça se fait. Ensuite, peut-être que vous pourriez aussi raconter la jolie anecdote de votre papa, comment il vous a fait connaître et l'école et les bibliothèques. Effectivement, dans beaucoup de familles de Harki, il y a eu, pour celles qui le pouvaient, parce que dans les camps, les familles de Harki n'avaient pas accès aux écoles de la République, malheureusement, et ça c'est une des composantes de ce drame. Pour les familles de Harki qui ont pu avoir accès à l'école de la République, ça a été pour beaucoup une planche de salut. Parce que face à une institution qui était l'administration française, à des institutions qui ont orchestré, organisé la mort sociale des Harkis sur le sol français, il y a eu des résistances. Et ces résistances est beaucoup venue de citoyens français anonymes, d'instituteurs, d'institutrices. Et mes parents, et comme beaucoup de Harkis aussi le racontent, ont rencontré d'autres Français qui leur ont tendu la main, qui au fond de ce que j'appelle la nuit de l'âme, parce qu'ils ont vraiment traversé la nuit de l'âme. Il y a eu des mains tendues, il y a eu des sourires, il y a eu des personnes lumineuses, des citoyens anonymes qui les ont aidés. Alors moi, pour mes parents, la première, ça a été, je le raconte dans Mon père sur Harki, ça a été Juliette, une bergère en Lozère, dans les années 60. Un camp de Harki, un hameau de forestage, s'installe près de son village, près de sa ferme, parce que le camp était en forêt, isolé en forêt. Et Juliette est tellement choquée quand elle voit arriver toutes ces familles, centaines de hommes, femmes, enfants, qui arrivent. Les enfants sont pieds nus dans la neige. Ils grelottent dans leurs vêtements d'été. Et ces familles sont dans un grand dénuement. Et Juliette s'est battue
pour trouver des vêtements chauds pour ses familles. Elle a donné des cours d'alphabétisation aux pères et aux mères sur la table de sa cuisine le soir, de sa ferme. Et quand je l'ai retrouvée, quand j'ai écrit mon livre, c'était 40 ou 50 ans plus tard, mes parents se souvenaient très bien de Juliette. Elle a marqué la mémoire des familles de harkis de ce camp-là. Et Juliette se rappelait très bien, très, très fortement de ce lien qu'elle a eu avec ses familles. Ce que ça révèle pour moi, c'est que l'administration, à l'époque, a jugé que les familles de harkis étaient inadaptables à la société française. C'est pour ça qu'on les a enfermés dans des camps, parqués dans des camps et internés dans des camps. On a dit qu'ils n'arriveront jamais à s'adapter à la société française. Et c'était une vision fausse, erronée. Et tous ces signes, toutes ces histoires de solidarité, et il y en a plein, de solidarité, d'entraide, entre les familles de harkis étaient des petits paysans, des agriculteurs, des terriens, des gens de la terre. Quand ils ont rencontré dans la France rurale d'autres petits paysans, agriculteurs, auvergnats, lot-et-garonnais, et dans la région aussi, dans le sud-est aussi, je suis persuadée qu'il y a eu des liens, de l'entraide entre gens de la terre, entre terriens. Ça a existé. Et je pense que ces gestes de solidarité ont contribué aussi à aider ces familles à garder la foi. Parce que là, dans ces cas-là, quand c'est une question de foi. C'est à garder la foi en la nature humaine, en l'humanité, mes parents, c'est ce qui s'est passé. Dans sa charrette en bois. Et puis ils nous déposaient aussi devant la bibliothèque de Villeneuve-sur-Lot. Et ma mère aussi. Et pour eux, ils n'osaient pas entrer dans ce temple du savoir. Ils étaient intimidés. Ils ne se sentaient pas légitimes, alors que pourtant, ils l'étaient. Et ils nous poussaient dans la bibliothèque. J'ai passé tous mes samedis, et mes frères et sœurs, tous nos samedis, on les passait à la bibliothèque. Et ils nous poussaient à l'intérieur, ils nous disaient, lisez, apprenez. Parce qu'ils avaient foi dans le savoir, dans la connaissance, dans l'école. Pour eux, c'était ça le meilleur passeport pour leurs enfants, pour l'avenir. Donc oui, je pense que c'est quelque chose aussi plus globalement qu'on a tendance à oublier de cette période sombre de la colonisation. C'est-à-dire qu'on oublie que de cette période sombre de la colonisation qui l'était, il y a quand même eu une hybridation des cultures. Moi, je suis frappée de voir aujourd'hui, et heureuse de voir aujourd'hui, que parmi les plus grands écrivains français, il y a des écrivains de langue française et qui sont algériens. Boualem Sansal, Kamel Daoud et Kateb Yassine. Et il disait, Kateb Yassine qui disait la langue française est un butin de guerre. Moi, j'ai pas un discours de guerrier. Moi, j'ai plutôt un discours pacifique. Mais oui, pour moi, mes parents qui n'ont pas eu accès à la langue française et ils auraient aimé. Donc c'est peut-être pour ça aussi que moi j'ai été toute petite, je suis tombée amoureuse de la langue française, de la littérature française.